Alex? Ouais. On est d'accord, cette couleur là, c'est jaune? Orange. Ah ouais? Ouais. Moi j'aurais dit jaune. Ah non, c'est orange. C'est jaune. Orange. Jaune. Orange. Quirkel. Quarto. Quirkel. Quarto. Plate. Gazeuse. Plate. Gazeuse. Plate. Gazeuse. Stark. Lannister. Stark. Lannister. Stark. Guillaume. Non. François. Guillaume. François. Guillaume. François. Guillaume. François. Next station. Ah, là. Next station. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo de vendredi. Salut Antoine. Hello Alex. À la fin de cette vidéo, je vais mettre une petite vignette là, à ce moment-là. Voilà. Il y a une petite vignette sur un focus, sur un jeu qu'on a reçu des Lucky Duck qui s'appelle Bestioles en guerre. Donc à la fin de cette vidéo, vous verrez la présentation en avant-première de Bestioles en guerre. Mais avant ça, on va vous présenter les nouveautés, en sachant que au moment où je vous parle, là, je n'ai pas reçu la commande d'Asmodée, donc il y a 2 ou 3 nouveautés que vous ne verrez pas, mais qu'on aura peut-être reçu vendredi. Donc voilà, là, non, vous regardez cette vidéo, il y a forcément des jeux qui sont en boutique, mais que vous n'avez pas vu là, que je vous présenterai la semaine prochaine potentiellement. Autre chose, c'est qu'on a reçu une commande Yellow, pour le coup, et en ce moment, il y a une offre chez Yellow, mais je vous en parle tout à l'heure, parce qu'en parlant de Yellow, il y a des nouveautés. Vous connaissez sûrement Codenames, c'est pas une nouveauté. Mais il y a eu aussi Codenames Images, mais c'est pas une nouveauté non plus. Mais par contre, il y avait eu aussi Codenames Duo. Très bien, très bien tout ça. Vous avez eu Codenames Disney, bien sûr, vous le connaissez, ce n'est pas une nouveauté non plus. Enfin, peut-être pour certains, mais il existe. La nouveauté, c'est Codenames Québec. Et je ne vais pas vous faire le plaisir de faire un accent, parce que je ne fais pas du tout... Non, on va pas la tenter, on va vraiment pas la tenter, on veut vexer personne. Non, bien sûr que non. En sachant que du coup, maintenant, dans Codenames Québec, vous allez me dire, c'est quoi, c'est Codenames avec des mots québécois? Bah oui, donc il faut trouver un dictionnaire français-québécois et essayer de faire deviner des mots, du coup, en français, mais avec des mots québécois. Donc vous vous débrouillez. Je ne sais pas du tout comment on peut faire deviner des mots québécois avec des références peut-être de mots français. Moi, j'ai pas du tout la... Enfin, vraiment, j'ai vu des mots ici. Je ne sais pas du tout. Il y a des choses, je ne sais pas ce que ça veut dire. Calotte, tu sais toi? Non, j'en ai aucune idée. D'accord, ok. Non, mais voilà. Mais si vous savez, en commentaire, dites-nous ce que calotte, chicane, slosh, toon veut dire. Je ne sais pas. J'en ai aucun, j'en ai franchement aucun. Hein. Toon serait pas un dessin animé, je sais pas, genre par rapport au toon. Je sais pas dit. C'est pas sûr. Voilà. Sachez que Codenames Québec est disponible à la boutique. Je vous parlais justement des Yellow qu'on a reçus, et notamment chez Yellow, j'ai refait un peu de réassort ici. Parce qu'on a toute la gamme de chez les minigames sur lequel il y a une super offre en ce moment pour l'été qui commence dès maintenant. Vous allez avoir, donc souvent chez les minigames, on a toujours un jeu qu'on veut, on se dit bah tiens, Time Bomb c'est super cool, oh il y a le Time Bomb Evolution, vas-y Shoten Toten 1 ou 2, Welcome, Welcome Back, etc. On se dit vas-y je vais en prendre un. Là vous savez que si vous en prenez 2, vous avez moins 25% sur le deuxième. C'est plutôt cool. Mais si vous prenez 3 jeux de la gamme minigame, donc tous ceux qui sont ici présents, vous aurez moins 25% sur le deuxième et moins 50% sur le troisième. Donc ça c'est plutôt cool pour l'été. N'hésitez pas parce qu'il y a des super jeux. Anami Koji, Toten 1 et 2 sont essentiellement faits pour 2 et uniquement pour 2. Mais vous avez des jeux de bluff comme Welcome Back, Spicy, Nessos, Time Bomb. Ah, le Time Bomb Evolution, voilà. Énorme. Il y a plein de trucs très cool dans cette gamme-là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'actuellement il y a une offre chez Yellow et ça fait plaisir. Et on va laisser maintenant la place à Antoine. Et salut à tous! Cette petite boîte-là, Ecosphère, ça vous dit peut-être quelque chose. Eh bien, c'est pas pour rien, puisqu'en fait, il s'agit du petit frère de Stellar. On va retrouver la charte graphique de l'illustrateur ou l'illustratrice, je sais pas trop, Bess Sobel, je dirais plutôt illustratrice, et ce sont les mêmes auteurs aux manettes, donc un jeu de Matt Riddle et Ben Pinchback. C'est également un jeu de collection de cartes. Stellar était un jeu de cartes avec une prise de cartes qui était originale, et bien Ecosphère va vous proposer la même chose, à savoir un jeu de cartes avec une prise originale, mais qui se joue bien sûr complètement différent. Ici on a une thématique qui aurait pu être complètement remplaçable, mais qui une fois de plus est documentée. Il y a un petit aspect scientifique, néanmoins poétique dans tout ce qui englobe le jeu, et on va parler de la nature, en fait, les différents biomes, les différents types de terrains qu'on peut trouver dans le monde, donc la savane, la toundra, les forêts tropicales, etc. Et donc ce sont
avec ces cartes que vous allez devoir faire des collections. Comment ça se joue? Eh bien, nous avons donc 6 nuages comme ceci où nous allons avoir des propositions de cartes. Il y a toujours au moins une carte et toujours 2 zones dans lesquelles il y a toujours au moins 2 cartes comme ceci. On va avoir chacun, hop là, ça marche pas, on va chacun avoir 3 cartes en main, on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais choisir une carte de ma main et je vais aller la poser dans la zone correspondante. Alors la zone correspondante, en fait, ça correspond à la valeur. Vous voyez que j'ai plusieurs informations sur ma carte. J'ai le type de terrain, donc la couleur en fait va correspondre à l'illustration, et le texte qui sera toujours le même, un petit texte qui nous parle du coup de ce biome, également on va avoir la valeur qui est très importante. Donc là par exemple, si je veux jouer la forêt tempérée, je vais la poser ici parce que 3, je vais la poser sous le nuage 3. Puis je vais avoir le droit de faire une action qui est de récupérer des cartes, et suivant ce que je récupère, il va se passer quelque chose. Si je récupère à gauche de ce que j'ai posé, donc par exemple ici dans le 1 ou dans le 2, je vais non seulement prendre la carte et la mettre dans ma main, mais en plus je vais piocher une carte du dessus du paquet. Alors là j'ai pris dans le 1, il n'y avait qu'une carte, s'il y avait 5 cartes, je prenais 5 cartes, donc plus de celle de la pioche, j'aurais 6 cartes dans ma main, donc beaucoup de possibilités de jeu. Ça va être important d'avoir des possibilités de jeu. Ou alors, j'aurais pris plutôt à droite de là où j'ai posé ma forêt tempérée, et lorsque je prends à droite de là où j'ai déjà posé, eh bien je vais récupérer les cartes et les mettre dans ma collection. Par exemple ici, eh bien je prendrai le 5 et j'irai mettre ceci dans ma collection. Alors quand ma collection est vide au début, je peux placer les cartes dans l'ordre qui m'intéresse. Mais dès lors qu'elles sont placées devant moi, ces cartes, eh bien je devrais toujours poser des cartes d'un biome différent à leur droite. Et je ne pourrai plus modifier leur ordre. Et ça va être intéressant pour le scoring. Voilà en gros comment on va récupérer les cartes, avec une petite exception. C'est lorsque l'on pose dans le 1 ou dans le 6, eh bien si je vais aller chercher du coup les cartes dans le 1 ou dans le 6, je pourrais choisir l'action de mettre dans ma collection ou l'action de mettre dans ma main pour piocher une nouvelle carte. Là, j'aurai le choix. Les collections de cartes et le scoring, venons-y, hop là, j'ai fait une petite mise en place. On va regarder 2 choses. Première chose, on va regarder vos collections de cartes strictement différentes, mais collections ininterrompues. Alors ça, vous allez voir, c'est un petit peu technique, mais avec ma mise en place, on va très bien comprendre. J'ai ici une collection de 5 cartes ininterrompues. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, mes cartes, je les ai empilées par couche, c'est pas pour rien, puisqu'on a une deuxième collection. 1, 2, elle s'arrête là. Donc j'ai une collection de 5, une collection de 2. Pourquoi que de 2? Parce qu'ici il me faudrait une savane pour que ça vienne connecter ici avec ma deuxième prairie tempérée. Il me faudrait une deuxième savane, mais du coup je n'ai qu'une collection de 5 et de 2. Ça on regarde dans les règles, il y a une petite indication sur combien de points ça va vous faire gagner. Deuxième scoring, on va regarder vos colonnes où il y a le plus de cartes. Ici, et ici pour moi, 3 et 3, on va regarder vos 2 colonnes dans lesquelles il y a plus de cartes. Et vous allez multiplier le nombre de cartes par leur emplacement. Par exemple, ici, j'ai 3 cartes, c'est mon deuxième emplacement dans ma collection, 2 x 3, 6. Et ici, c'est mon 4e emplacement, et donc je vais faire 4 x 3, 12. Donc voilà, j'ai mon score final, et c'est aussi simple que ça. Je trouve ça très original, cette manière de prendre les cartes et de les placer dans sa collection. Ça fait vraiment honneur à Stellar, qui vous avait vraiment plu, qui moi personnellement m'avait vraiment plu, et les collègues à la boutique également. Et on espère que Ecosphere va vous plaire tout autant, avec son joli thème nature. On va passer à un jeu beaucoup moins zen, beaucoup moins poétique, encore que on laissait les Vikings et les Scandinaves, les hommes du Nord étaient fans de poésie également, oui, pas seulement de pillage. Mais là, oui, on va quand même surtout parler de pillage, donc avec Northgard Uncharted Lands, hop là, il y a déjà ma petite tête dessus, un jeu de Studio H par Adrien Dinu et illustré par Grosnez, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette on dit Grosnez, je ne sais pas. Grosnez ou Grosnez, tout simplement. Northgard, c'est un jeu vidéo. Alors si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que le studio est bordelais. On m'a dit ça, j'espère que c'était pas une fausse info. En tout cas, c'est un jeu de stratégie, plateau, gestion, ressources, exploration, guerre, ce qu'on appelle un 4X en fait. Et le jeu de plateau que l'on vous propose là, eh bien, également un 4X, bien sûr, vous en doutez, puis vous le voyez, donc il va y avoir des terrains à explorer. Au début, il va y avoir seulement quelques terrains comme ceux-ci qui vont être mis en place, et puis eh bien, grâce à une d'exploration, on va pouvoir aller agrandir ce plateau, récupérer des ressources, se faire la guerre, construire des bâtiments. Alors on va faire la guerre entre nous, parce qu'on va essayer de récupérer les ressources et les zones des autres joueurs, puisque les zones vont vous faire gagner énormément de points, mais aussi on va faire la guerre aux créatures sauvages. Alors il y a des bêtes un peu classiques, telles que des loups et des ours, mais il y a aussi des bébêtes un peu plus magiques, j'imagine, telles qu'un drogue, un espèce de zombie géant, et il y a une Valkyrie déchue aussi,
aussi qui va bien vous embêter. Bref, comment est-ce que ça se joue Northgard Uncharted Lens? Eh bien, on va donc jouer 7 manches, et à la fin des 7 manches, on va regarder qui a le plus de points, tout simplement. Ou alors, il y a un autre moyen de gagner qui est une sorte de mort subite. C'est si vous contrôlez 3 terrains, donc 3 zones fermées, avec dedans des bâtiments de niveau 2. Donc en gros, c'est des gros bâtiments qui sont durs à construire, c'est des grosses zones. Mais à partir du moment où vous arrivez à construire ces bâtiments, maîtriser ces zones, et que personne ne vient vous embêter, vous pouvez gagner la partie comme ça. Les tours, comment se déroulent-ils? Eh bien, vous allez avoir un vague aperçu, mais je vais essayer quand même de vous donner une bonne idée de ce que c'est le jeu. Il y a beaucoup de choses à savoir dans le jeu, mais l'iconographie est très très claire, et puis ces petits récapitulatifs de phases va être très clair aussi. Chaque manche est une année, d'où phase de l'année. Début de l'année, piocher des cartes et révéler des cartes de développement. Oui, parce que c'est avant tout un jeu de cartes. Il y a un plateau qui est très important, mais c'est avant tout un jeu de cartes. On a un deck de départ qui est symétrique, et on va récupérer de nouvelles cartes, et non pas acheter comme dans la plupart des deck building, parce que oui, il s'agit d'un deck building, mais on va les récupérer. Je vous explique après comment. Phase numéro 2, action. C'est très simple, on va jouer chacun notre tour lors de cette phase d'action, et on pourra faire une action. Alors une action, ça peut être jouer une carte, par exemple ici, je joue l'action recruter, et ça va me permettre de rajouter un personnage dans une zone qui m'appartient où il y a déjà des personnages. Des actions, il y en a plein, il y a une iconographie qui, une fois de plus, est très bien faite. Je vous donne les 4 actions de base, hein. Recruter pour faire apparaître de nouveaux personnages, se déplacer, qui va vous servir à aller explorer en partie, en tout cas ça va vous permettre d'explorer plus facilement, d'aller prendre possession de nouvelles zones et aussi d'attaquer les autres joueurs, puisqu'en fait quand on veut se déplacer dans une zone qui est déjà occupée par un autre joueur, on va déclencher une guerre. Explorer, donc la fameuse action de prendre une tuile et de la placer là où on veut, ça va faire gagner des points aussi. Ou construire. Construire, on va pouvoir dépenser l'une des ressources qui est le bois pour aller construire des bâtiments. Ces bâtiments vont vous servir à vous défendre, ils vont vous servir à produire plus de ressources ou des points de victoire. Il y a 2 types de bâtiments, les petits bâtiments qui peuvent être mis sur les petits emplacements comme ceci, et les fameux gros bâtiments qui sont l'une des conditions de fin de partie, même de victoire, qui ressemblent à ceux-ci, qui ne peuvent être construits que sur les gros emplacements. On peut faire d'autres actions que jouer des cartes. On peut choisir notamment de dépenser l'une des 3 ressources du jeu que sont les runes pour épurer sa main, se débarrasser de cartes, piocher des cartes ou aller chercher des cartes d'amélioration. Ces cartes, elles sont asymétriques. En début de partie, on va tous choisir un clan. Il y a plusieurs clans dans le jeu. Ils vont vous donner un pouvoir passif qui est récapitulé derrière l'aide de jeu, hop là. Mais en plus de ça, ils vont venir avec des cartes. Une carte que vous avez dans votre deck de départ, ce qui fait qu'il est un tout petit peu asymétrique, et puis ces 2 cartes que vous allez devoir récupérer en dépensant les fameuses runes. Alors on ne pourra pas le faire à toutes les parties parce que les runes, c'est pas évident à avoir, mais ça va vous donner un sacré coup de pouce. Bref, voilà en gros ce que l'on peut faire durant les actions. On va pouvoir aussi, il faut que je la dise, cette dernière action, passer. Eh ben ouais, parce qu'en fait, si vous avez joué toutes vos cartes, ou vous pensez que ça vaut pas le coup de jouer des cartes, qu'elles sont pas intéressantes, vous pouvez choisir de passer. En gros, vous arrêtez la manche en cours, et c'est comme ça que vous allez récupérer une carte. Il y a autant de cartes que de joueurs, donc là on a fait une mise en place pour 3 joueurs, ce sont des cartes développement. Si je décide de passer, je vais pouvoir prendre la carte qui m'intéresse, je la mets sur le dessus de mon deck. En plus de ça, si je suis le premier joueur à faire cette action-là, je vais récupérer le jeton premier joueur comme ceci, et ça c'est pas rien. Donc on est obligé en fait de rajouter une carte à chaque manche, à son deck. C'est pas mal comme idée, parce qu'en fait, contrairement à la plupart des jeux de deck building, il va falloir dépenser des ressources, des actions pour aller prendre de nouvelles cartes. Là, quelque part, c'est un peu passif. Donc, on va pouvoir se focaliser sur les autres aspects du jeu. Et en plus de ça, il y a un côté un petit peu premier arrivé, premier servi. Et ouais, ça va être vraiment intéressant. Les cartes sont à peu près équilibrées, les cartes de développement, mais il y en a certaines qui vont vous correspondre un peu plus, correspondre à votre stratégie, ou qui sont légèrement plus fortes. Mais ça va valoir le coup de passer avant les autres joueurs pour la récupérer. Voilà en gros. Phase suivante, phase de créatures. Si vous avez mis les créatures et que vous les avez découvertes sur le plateau, sur certaines tuiles, il y a des patounes comme ceci, hop là, eh bien ça va faire apparaître une créature et là on va aller la piocher, elle va venir vous embêter. La phase de récolte, eh bien c'est là où sur votre plateau vous allez récupérer des petites ressources selon les icônes qui sont indiquées. Les ressources, je vous l'ai dit, il y a le bois pour construire, il y a les runes pour améliorer son deck et sa pioche, et il y a pour terminer les pommes. Les pommes, ça va vous servir lors de la guerre. En fait, lorsque on entre en guerre, je vous l'ai dit, on se déplace dans le camp d'un autre joueur. Est-ce que je peux le faire par ici? Bon, on va dire que je peux me déplacer de beaucoup. Il y a des actions qui vous permettent de déplacer de beaucoup. Hop là, je vais aller embêter Alex. Alex, c'est le jaune, moi c'est le vert. Hop là. Je vais gagner cette guerre comme d'habitude, n'est-ce pas? Non, on n'a fait qu'une partie, mais bon. Il y a des choses à prendre en compte. En fait, le nombre de vos personnages, ça va être votre force d'attaque. Donc là, 3, 2 pour Alex. On va pouvoir dépenser des pommes. Admettons, je dépense 3 pommes, je suis à 6 d'attaque. Alex va pouvoir dépenser des pommes aussi s'il le souhaite. Puis je vais jeter ce dé. Puis Alex va jeter ce dé. Sur ces dés, il y a des morts brutes
et il y a de la valeur d'attaque, ce sont les petites haches comme ceci, ça pourrait me rajouter de la valeur d'attaque. Et en gros, si l'attaquant a plus de valeur d'attaque que le défenseur, il va le repousser. Voilà, vous savez tout sur les combats. J'aime beaucoup parce qu'il y a une part de maîtrise, de contrôle. Vous pouvez savoir à peu près combien vous allez faire. Et il y a cette petite part de hasard que sont les dés, mais vous allez pouvoir complètement tromper cette part de hasard si vous êtes suffisamment équipé en pommes, évidemment. Oui. Donc voilà, vous savez tout sur les 3 ressources. C'est à la phase numéro 3 qu'on les récolte. À la phase numéro 4, il faudra payer des ressources. Et oui, c'est l'hiver. Et donc en fait, à cette phase, suivant le nombre de personnages que vous avez mis sur le plateau, vous allez devoir dépenser un certain nombre de ressources. Par exemple, si j'ai 7 à 9 personnages, ce sera 2 pommes. Mais attention, à partir de 10 personnages, ce sera 3 pommes et un bois. Et alors attention, quand on a 13 personnages ou plus, il y en a 14 au total, eh bien, ça va nous coûter très cher. Que se passe-t-il si je ne peux pas payer ces ressources? Eh bien alors je vais le payer très très cher parce que je vais être obligé de prendre une carte trouble, la mettre sur le dessus de mon deck, ce qui signifie que je l'aurai dans ma pioche de la prochaine manche. Cette carte trouble, vous voyez, elle ne sert à rien, elle vous embête et en plus elle va vous faire perdre 5 points de victoire en fin de partie. Et ça, c'est très 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 cruel. Heureusement, si vous avez des runes, vous allez pouvoir vous en débarrasser. Mais ça vous fait un tour avec une carte en moins et qu'est-ce que c'est violent. Et on a fait le tour des 5 phases, donc vous savez à peu près, je dis bien à peu près comment se joue Northgard. C'est un jeu relativement expert quand même, il faut le dire, il y a beaucoup de matériel, il y a une mise en place qui est un peu costaud. Ceci dit, quand on joue, Alex, tu confirmeras, oui, c'est vraiment fluide. Ah ouais. Alors c'est vraiment fluide. Nous on a fait une partie à 2, moi j'ai déjà fait une partie à 4 également. À 2, il faut vraiment mettre les créatures qui vont venir vous embêter. Sinon c'est un peu plan-plan, on est un peu chacun dans son coin, c'est un peu la guerre froide, c'est pas très amusant. Enfin, vous pouvez y trouver votre bonheur quand même, mais nous on aime bien quand ça castagne. Et je pense qu'à partir de 3 joueurs, moi je vous le confirme, à 4 joueurs c'était génial. Il y a des revirements de situation monstrueux, il y a des grosses offensives, il y a des petites guerres froides d'usure, on va aller user les pommes des autres joueurs pour faire en sorte qu'ils passent pas l'hiver, ou s'il décide de pas utiliser ses pommes, je vais lui prendre son territoire. Enfin il y a vraiment des gros revirements de situation. Si jamais vous n'avez jamais fait de 4X comme ça, donc de jeux d'exploration, de combat, de récolte de ressources, etc., je pense que ça peut être un super jeu. Mais alors vraiment un super jeu pour débuter dans ce style de jeu. Et je pense que si vous aimez ce style de jeu tout court, et même que vous êtes expert dans ce style de jeu, il va vous convaincre aussi parce que c'est fluide. Et ouais, qu'est-ce que c'est beau aussi. C'est bien parce qu'en fait, le tour se résume à je joue une carte, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et dès que j'ai plus envie de jouer, dès que j'ai plus rien à faire, je passe. Je passe, l'avantage de améliorer mon deck. Premier, c'est que je récupère une super carte. Exactement. Et je serai premier de la manche suivante, ce qui n'est pas rien, je le répète à nouveau. Oui. De magnifiques illustrations, évidemment, donc on profite de toute la charte graphique qu'il y a autour du jeu vidéo. Pour avoir joué un petit peu au jeu vidéo aussi, on va retrouver certaines sensations. Alors évidemment, le jeu vidéo est plus scripté, plus narratif. Là, c'est directement un peu plus la bagarre, mais c'est pas que la bagarre. Et je pense qu'il y a même des joueurs qui peuvent décider de ne jouer que l'exploration et partir loin de tout ça. Il y a un peu des risques à le faire parce que c'est vrai que posséder des terres et les fermer lors d'exploration et en allant mettre vos personnages pour fermer les fameux territoires comme ceci avec les petites frontières, ça fait énormément de points, notamment lors de la phase de récolte, ça vous permettra de récupérer des points de victoire supplémentaires, et d'autant plus que, il y a une certaine asymétrie de départ qui va être là tout le long du jeu suivant le clan que vous prenez. Il y a des clans plus offensifs, il y a des clans qui sont un peu plus dans l'exploration, il y en a qui sont un peu plus dans la récolte de ressources, donc ils vont attirer toutes les convoitises. Bref, un jeu très complet et néanmoins accessible, c'est tout ce qu'on aime, c'est Northgard de Uncharted Lands. Ok, on est bon, et je vais passer par ici. On va pas faire le JDR de suite, parce que moi j'ai envie de vous parler de ceci. Vous le savez peut-être, moi j'adore Magic, je suis un gros joueur de Magic, en physique, en ligne. Et récemment, on m'a fait découvrir Flesh and Blood, et ça tombe bien, il sort en français là, maintenant, immédiatement. C'est un jeu qui est déjà sorti à l'étranger, donc on pouvait déjà le trouver en VO, en anglais en fait. Et en France, il a déjà trouvé son public alors qu'il était en VO. Il y a une véritable communauté française de Flesh and Blood, une communauté de gens qui vont dans des lieux pour aller jouer des cartes en physique, autour d'une table, en vrai, se rencontrer. Ce qui peut manquer un petit peu des fois sur Magic, qui s'est tourné un peu plus du côté du numérique, ce qui est pas mal aussi, hein. Mais justement, Flesh and Blood porte super bien son nom, en chair et en os, justement, c'est ce qu'on veut. On veut un format de jeu physique, où on va rencontrer les gens, où la méta n'est pas figée, n'est pas calculable, et tout est à faire. Et c'est vraiment ce que vous propose Flesh and Blood. C'est donc un jeu de cartes d'affrontement, c'est un jeu de collection de cartes dans lequel on va ouvrir des boosters comme ceci. C'est un jeu néo-zélandais, oui, c'est pas un jeu américain ou japonais comme souvent, et c'est un jeu de James White. Dans ce jeu, contrairement à la plupart des jeux de
cartes à collectionner, d'affrontements. On va pas recruter des armées de monstres ou autres pour se combattre en face à face. Non, vous avez un héros. Et les héros sont centraux dans Flesh and Blood. J'ai mon héros à moi, donc moi ici, je me rappelle pas son nom. Ira Crimson Haze. Ici. Ce sont des cartes en anglais, pourquoi? Parce que moi j'ai un deck en anglais, parce que j'avais déjà découvert, comme je vous l'ai dit, le jeu un peu en avant. Je vous rassure, j'ai bien ouvert les boosters, oui, j'ai craqué, et c'est bien en français dedans. J'ai donc mon héros, je vais pouvoir, en tout cas je vais devoir au moins l'équiper d'une arme, et on va pouvoir dans une certaine zone de jeu, si on trouve des boosters dans lesquels il y aura de l'équipement, on pourra mettre un casque, une armure, des jambières, etc. Là j'ai une arme à deux mains, mais si j'avais deux armes à une main, je pourrais en avoir une ici et une ici. Voilà, donc votre héros est vraiment central. Vous avez les points de vie de votre héros, vous avez son intelligence. Son intelligence, c'est le nombre de cartes que vous allez piocher à chaque tour, tout simplement. Donc là, j'ai mes 4 cartes en main parce que j'ai 4 d'intelligence. Et c'est très très simple, à votre tour, vous avez droit à une action. Point. Bon, alors évidemment, c'est un jeu de collection de cartes et de combos de cartes, etc. Donc vous vous doutez bien qu'il va se passer d'autres choses derrière. Notamment ici, ce personnage, c'est un ninja. Et souvent, le ninja, il va avoir un texte sur les cartes qui lui permet de jouer une autre carte. Donc on va faire plein de petites attaques qui vont comboter, qui sont pas très très fortes indépendamment, mais qui, cumulées les unes après les autres, vont faire très très mal. Ou alors, il y a des personnages qui sont des gros bourrins. À leur tour, ils font une grosse attaque monstrueuse et il faudra la parer. Parce que oui, en gros, je vais faire mon attaque. Donc admettons, je décide de faire cette attaque-là. Hop là, c'est bien une attaque? Oui, c'est bien une attaque. Vous voyez que cette attaque, elle a une valeur d'attaque de 2. Mais vous voyez qu'elle me coûte une ressource. Pardon, c'est ici. Ces ressources, eh bien, elles sont données par les cartes. C'est pour ça que j'ai failli confondre. Ici, elle a besoin d'une ressource. Eh bien, je vais pouvoir dépenser une carte qui va donner une ressource. Cette carte-là, je la dépense, je la mets dans cette zone. On dit que je la pitch et elle va me fournir 2 ressources. Bah, ça tombe bien, là, j'ai dépensé une ressource pour jouer cette carte. Je pourrais éventuellement en jouer une autre. Je vais faire mon attaque. Là, mon adversaire peut choisir d'utiliser gratuitement une carte pour bloquer. J'attaque à 2. Il peut me dire, ben voilà, moi je dépense une carte de ma main, comme ça, gratuitement. Hop là, elle a 3 de défense. Vous voyez qu'il y a une valeur de défense. Clac. Et je te bloque ton attaque. Oui. Mais moi, j'ai un mot-clé qui s'appelle Go Again, qui signifie que j'ai le droit de faire une autre action. Et dans ma chaîne de combat, ici, je vais pouvoir aller mettre une autre attaque. Et c'est génial, parce que moi, je suis un ninja, et plus j'attaque fort. Et la deuxième attaque de mon tour, elle fait plus mal. Et j'ai des attaques qui font que plus j'ai fait d'attaque, et plus ça fait mal. Enfin, voilà. En gros, comment ça fonctionne. Il y a des ninjas, il y a des gardiens, il y a des mécanomanciens, oui, c'est ça le terme. Il y a des magiciens, évidemment. Bref, on va devoir trouver la classe qui nous plaît. On va aller expérimenter, on va aller voir le type d'équipement, le type de sort qui va bien fonctionner. Et ce que j'aime, c'est que dans Flesh and Blood, il y a vraiment tout à faire. Et je vous le dis, il y a une super communauté, notamment chez nous à Bordeaux, au Décaféiné, ça joue beaucoup. Donc renseignez-vous. Tous les mardis, ils font des tournois. Tous les mardis, chaque semaine. Renseignez-vous, on va mettre une petite affiche à la boutique. Si vous voulez aller les voir, ils vendent aussi du Flesh and Blood. Ils font beaucoup de tournois amicaux ou avec des lots sur place. Et les créateurs du jeu de Flesh and Blood proposent énormément de lots à gagner. Ils font en sorte de faire vivre les tournois. Et donc, comme je vous le dis une fois de plus, c'est une communauté très vivante. Et c'est pour ça que je pense que ce Flesh and Blood a de l'avenir. Voilà donc le point sur Flesh and Blood. Et on va passer au JDR. Actu JDR, ou presque, parce qu'en fait, une fois de plus, on va pas vraiment commencer par le JDR, mais par ce livre dont vous êtes le héros, de chez Macaca Édition, qui s'appelle Sherlock Holmes, Ténèbres sur Londres. Alors Sherlock Holmes, c'est une gamme, désormais, chez eux, il y a plein de bouquins Sherlock Holmes, chez Macaca Édition, qui sont spécialisés dans la bande dessinée dont vous êtes le héros, et ce nouveau volume s'appelle Ténèbres sur Londres. Alors, je dis qu'il y a du Sherlock Holmes, mais pas que, tout ça c'est du Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est bien parce que c'est tout public, ça va vraiment parler à tout le monde. Pour les enfants, il y aura les pirates, les chevaliers, Hocus Pocus, et puis pour les un peu plus grands, on pourra trouver par exemple l'Obsidienne, on vous en avait déjà parlé. Oui. C'est vraiment une super gamme. Si vous ne connaissez pas les bandes dessinées dont vous êtes le héros, eh bien venez essayer ça parce que c'est très cool. Hop là, on va le mettre par ici et on va passer au JDR. C'est bon, j'ai bu un coup d'eau, j'ai respiré, on peut enchaîner. Pour Pathfinder, seconde édition, nous avons ce volume qui se nomme Dieux et magie, des prédictions perdues. Alors, Dieux et magie, c'est un supplément de règles, mais aussi d'univers. C'est un supplément d'univers que j'adore. Moi, j'avais adoré dévorer celui de Pathfinder première édition, puisqu'on va vous parler de toutes les divinités du monde de Golarion. Et les divinités, en fait, dans Pathfinder, c'est super important. Parce que, on va vous l'expliquer dans ce bouquin, vous allez pouvoir gagner des bonus, des pouvoirs, des avantages liés à votre divinité. Et puis alors dans l'univers de Pathfinder, ils sont extrêmement importants, extrêmement présents, et il y a des dieux particulièrement cool, notamment ce monsieur-là, Cayden Cailean, qui lui était un humain et qui est devenu dieu.
mais il se rappelle pas comment parce qu'il était trop bourré. Voilà, c'est le dieu de l'aventure avec un grand A et de la chance et de l'apéro. En gros, c'est ce genre de dieu, je l'adore. Bref, un super supplément, vraiment. Alors là, en termes de lore et en termes de règles, il y a tout ce qu'il faut pour les joueurs de Pathfinder seconde édition. On va rester dans du grand JDR d'Heroic Fantasy avec la deuxième partie de la campagne de Warhammer Fantasy Roleplay, Mort sur le Rake. Donc elle était très attendue. Hein. Alors ça, oui. Warhammer Fantasy, mais qu'est-ce que c'est attendu à chaque fois? Si c'est dans le top vente JDR, là, du mois prochain, ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonnerait vraiment pas. Évidemment, donc cette deuxième partie vient toujours avec son compagnon. Le compagnon, vous voyez, il fait à peu près la même épaisseur, quasiment. Il est vraiment pas à négliger, parce que là, j'ai un peu le fil rouge. Alors vraiment, si mes joueurs décident de sortir de ce qui est à peu près prévu, il va falloir que j'improvise, que je sois bon en impro. Ou alors, je choisis d'avoir le compagnon qui va me donner énormément de matériel justement pour pouvoir faire cette impro, parce que c'est important le travail d'impro quand on est MJ, on ne peut pas tout calculer. Voilà, ce compagnon, il va être très pratique. Nous avons également reçu Donjons et compagnie de Benoît Feltin, donc chez Black Book Édition. Ça me rappelle un petit peu les univers Alan Hallbuck, les univers Medieval Fantasy très fun. Ici, en fait, on va jouer les monstres d'un donjon. En fait, c'est pas d'un donjon, c'est le donjon de cet univers. Et on va accueillir, entre guillemets, comprenez-le comme vous voulez, les héros qui vont venir dans ce lieu. Pour qu'ils pillent nos trésors en toute quiétude, mais pas trop. Justement, il faut leur offrir une belle expérience de héros, voire une mort digne, hein, pourquoi pas. Et attention, si vous faites pas bien votre job, le maître du donjon risque de vous punir. Et le but, c'est quand même d'être élu employé du mois du donjon. Donc vous le sentez, c'est un univers bien déjanté, bien décalé. Si vous avez envie de respirer entre deux JDR bien sérieux, vous faites un petit donjon et compagnie, et forcément, ça va vous plaire. Mais c'est pas le seul JDR un peu déjanté qu'on a cette semaine, parce que oui, il est carrément déjanté, c'est Commando Barbare. Commando Barbare, c'est également de l'Heroic Fantasy. On est dans un univers qui est basé sur une bande dessinée éponyme, et on voit qu'il y a Johan Sfar qui a bossé là-dessus, donc c'est un jeu de Johan Sfar et Nicolas Keramidas. C'est là aussi un univers de Medieval Fantasy complètement loufoque, avec, c'est cool, les belles illustrations de la bande dessinée. Donc il y a tout un univers derrière, il y a tout un lore. C'est propulsé par Chroniques oubliées. Donc en fait, si vous avez Chroniques oubliées, ça va venir compléter les règles de Chroniques oubliées. Si vous ne les avez pas, vous pouvez découvrir les règles de Chroniques oubliées via ce système-là. Et si je dis pas de bêtises, il y a une campagne, oui c'est bien ça, il y a une campagne en 5 scénarios et c'est vraiment toujours agréable quand on se lance sur un jeu de rôle d'acheter le bouquin où il y a toutes les règles et où il y a la campagne fournie avec. On va pouvoir directement se lancer dans nos aventures, on n'a pas l'impression d'avoir à acheter 15 suppléments, même si des fois c'est génial d'avoir acheté 15 suppléments parce que ça fait de la lecture, mais au moins là il y a tout ce qu'il faut, c'est Commando Barbare. Et je crois qu'on a tout dit dans le JDR, oui, on a tout dit dans le JDR, c'est dur à dire ça, et on passe de l'autre côté. Recoucou, c'est Remoi. On va vous parler de Glisse Banquise, un jeu pour 1 à 4 personnes, un jeu coopératif pour environ 10 minutes de temps de jeu, un jeu de Oussama Khalifati et Laurent Boissier chez Blue Orange. C'est un jeu dans lequel il y a ces 4 petits pingouins comme ceci qui vont devoir rejoindre ici la banquise avant que la nuit ne tombe. Donc c'est un jeu coopératif évidemment, on va essayer de gagner tous ensemble. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien c'est très simple, quand c'est mon tour, je vais aller récupérer comme ceci au hasard un petit bout de banquise que je vais aller insérer. Donc j'ai 2 emplacements ici, à gauche, à droite, et puis je vais devoir aller le mettre en entier. Donc à partir du moment où j'ai choisi, je ne peux plus revenir en arrière, il faut que j'assume, et puis je vais faire rentrer ce bout de banquise en entier. Donc je peux essayer de l'orienter un petit peu comme ça m'arrange, mais alors à partir du moment où il est mis en entier, je ne peux plus revenir sur mon choix. Puis je vais peut-être pouvoir avancer un pingouin. Comment est-ce que je fais pour avancer un pingouin? Déjà, je choisis le pingouin de mon choix. Et si son petit bout de banquise comme ça est attenant à un autre, c'est parfait, je vais pouvoir le faire avancer d'une case. C'est aussi simple que ça, à part que ce qui va se passer, c'est qu'en mettant d'autres éléments comme ceci, au fur et à mesure, on va non seulement éventuellement reculer, mais on va peut-être pouvoir tomber. Et quand on tombe, vous inquiétez pas, c'est pas très grave, on va revenir, mais enfin on va quand même revenir tout au bout, donc ça va pas être évident. Heureusement, petit à petit, tous les éléments de banquise risquent de se toucher plus ou moins, donc ça on va en profiter pour avancer, mais il y a des choses qui vont nous corser un petit peu le jeu ou qui vont nous avantager, ça dépend. Déjà vous voyez ici,
j'ai mis un élément comme ça avec c'est une otarie, un lamentin, un morse. Ok, je suis vraiment très nul en animaux des glaces. Et eh bien, je vais insérer un petit jeton comme ceci lorsque je vais passer dessus. Donc, je le mets, ce petit jeton. Vous dites, mais c'est pas grave, ce petit jeton là, il va pas m'embêter. Mais si, il va bien m'embêter parce que regardez, quand je vais pousser par là plus tard, eh bien hop là, il va empêcher les connexions et donc il va bien nous embêter. Alors il y a des gros comme ceci, mais il y a les petits aussi qui vont un petit peu moins nous embêter. On va trouver également ces morceaux-là de banquise, ils sont tout glissants. Alors ils sont tout glissants, mais en fait c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'admettons, si j'avais ce genre de configuration, eh bien lorsque je décide de faire avancer ce pingouin, hop, il glisse, zzz, il arrive directement ici. Si j'avais plusieurs banquises comme ça glissantes qui se suivaient, bah, je pourrais glisser plusieurs fois. À partir du moment où mon pingouin arrivera ici, il est sauvé. Et bien sûr, il faudra arriver à faire arriver les 4 pingouins avant que le sachet ne soit vide. C'est tout simple, c'est glisse-banquise. Je vous l'ai dit, c'est des petites parties d'environ 10 minutes, un quart d'heure. Parfait pour jouer en famille. Parfait aussi, pourquoi pas, pour jouer entre adultes à l'apéro. Ouais, ça marchera bien aussi, c'est souvent ça, les jeux enfants. Mais nous, on a adoré, le matériel est top. C'est un bon jeu coopératif. Il y a un petit peu d'adresse, il y a un petit peu de réflexion, tout ce qu'il faut. Et on va passer donc derrière le comptoir. Pour terminer cette vidéo, derrière le comptoir, j'ai pas grand chose à vous dire, mais nous avons reçu du Pokémon épée et bouclier astre radieux. Je crois que c'est marqué dessus, c'est le pack avec tout ce qu'il faut pour commencer, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ah oui, exactement. En fait, dedans, vous allez avoir 2 decks tout faits, donc de 44. Ils sont prêts à jouer. Vous les prenez. C'est parti, on peut se faire un duel, mais il va également y avoir des boosters, il va également y avoir des cartes d'énergie. Les cartes énergie, quand on débute à Pokémon, c'est un peu la galère de les trouver, heureusement. Dans ce pack, il y en a 121. Donc normalement, avec un pack comme ça, vous êtes bien. Donc voilà, ils sont arrivés, stade, stratégie et combat, astre radieux, épée et bouclier. Je vous rappelle qu'il y a cette petite offre mini-games chez Yellow qui est très cool, il faut en profiter. Je vous rappelle qu'il y a eu plein de jeux cool, et notamment Flesh and Blood. Et puis, cette vidéo arrive donc à sa fin et on va se retrouver pour un focus sur Bestioles en guerre. Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur Air, Land and Sea, Bestioles en guerre, un jeu pour 2 joueurs pour environ 15-20 minutes. Oui, c'est ça. Ouais. Un jeu qui s'appelait Air, Land and Sea quand il était déjà sorti donc à l'étranger et eh bien Lucky Duck le sort en français sous ce nouveau nom Air, Land and Sea, Bestioles en guerre. Donc un jeu de duel, un jeu de guerre avant tout. Qui se joue avec des cartes, avec très peu de cartes. Un jeu minimaliste, avec pas mal de contrôle, mais une part de hasard aussi qui n'est pas négligeable, qui est même plutôt agréable, je trouve. Plaisante, ouais. Comment ça se joue? Eh bien, ça va se jouer en un nombre de manches indéterminé. À chaque manche, l'un des joueurs va remporter une certaine somme de points, jusqu'à 6 points. Et dès lors qu'un joueur arrive à au moins 12 points, la partie s'arrête et ce joueur a gagné la partie. Comment fonctionne chaque manche? On va déjà regarder un petit peu ce qu'on a sur la table. Il y a 3 théâtres d'opération. On va aller jouer des cartes pour justement essayer de gagner chaque manche. Mer, air et terre qui ont là été mis au hasard et qui vont changer d'ordre à chaque manche. Et on a distribué 6 cartes à chaque joueur. Il y a 18 cartes, donc il va en rester 6 qui sont mises de côté. On ne sait pas ce que c'est, on les regardera pas, on n'a pas le droit. Il y a une part donc d'incertitude. Je sais à peu près ce que mon adversaire a en main, à peu près. Oui. On va jouer chacun notre tour. Alors, il y a un premier et un deuxième joueur. Ça va être déterminé au hasard en distribuant ces cartes-là, premier et deuxième joueur. Elles ont aussi des petites informations qui vont nous être utiles pour la suite du jeu. Et c'est très simple, quand c'est mon tour, je vais jouer une carte. Alors, on vous montre rapidement les cartes. Ces cartes, elles sont donc aux 3 couleurs des 3 théâtres d'opération. Elles ont des illustrations qui sont plutôt fun, qui sont plutôt sympas. Oui. Elles ont une valeur. La valeur, ça va vous servir à gagner sur un théâtre d'opération si, à la fin de la manche, vous avez une valeur plus élevée que votre adversaire, sauf en cas d'égalité, si vous avez la carte premier joueur, vous gagnez aussi. Donc cette carte, elle est intéressante, mais elle va se l'échanger à chaque manche. Donc, je vous ai dit une illustration, une valeur, mais aussi et surtout un texte. Alors un texte, il n'y en a pas un à chaque fois. Ces textes, ce sont des textes d'effets constants ou d'effets qui s'activent lorsque la carte est jouée ou retournée. Oui, parce qu'on va pouvoir jouer des cartes à l'envers, à l'endroit aussi, et on va pouvoir les retourner grâce à certains effets de texte et elles vont activer à nouveau leur effet lorsqu'elles sont retournées. Ça va permettre de faire des petites surprises à votre adversaire. Donc, mais comment ça marche un tour? Mais comment ça marche un tour? Eh bien c'est très simple. À mon tour, je joue une carte. On va dire que par exemple je joue les bombardiers lourds. Ouais, par exemple. Allez hop là, on le met dans l'air parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Ou alors j'aurais pu le jouer face cachée et le jouer n'importe où. D'où l'utilité de jouer des cartes face cachée. Mais mon gros bombardier qui fait 6, je le mets là. C'est pas mal. Mon adversaire va contrer avec une carte. Moi, par exemple, je pourrais jouer, qu'est-ce qu'on va dire, un sabotage. Les faces cachées, par exemple, pour pas que l'effet... Ou non, je le garde face visible et je vais jouer plutôt ça en... là.
Très bien. Par exemple. On va jouer une autre carte, peu importe ce que c'est, on va dire qu'on joue ceci. Oui, puis qu'est-ce que je joue là? Bah tiens, je vais jouer ici, je vais répliquer. Hop, on garde la cohérence, hein, forcément. Et ainsi de suite. Il y a des cartes qui, lorsqu'elles sont posées, je sais plus laquelle c'est, hop là, celle-ci, admettons, embuscade, je la joue ici, elle a une valeur de 2, mais elle a un effet sympa. Retourner une carte non recouverte. Ça va être souvent ça le texte, parce qu'en fait, on va jouer les cartes les unes sur les autres, alors ça on l'a pas montré, mais si j'avais joué une autre carte, par exemple, ici, alors ça, je vais pas le droit de le faire. Celle-ci, hop là, on va toujours rejouer par-dessus une carte qui a déjà été posée, et la plupart des effets servant à déplacer, retourner les cartes, eh bien, ne vont fonctionner que si votre carte n'est pas recouverte. Ou, comment dire, ça vous permet de protéger votre carte. Oui. En fait, soit vous recouvrez parce que vous voulez la protéger, soit vous recouvrez et en fait vous aurez bien aimé la tourner. Donc il y a une question de timing aussi à respecter. Mais là, donc, par exemple, la carte que je joue, elle dit retourner une carte non recouverte. Oui. Je sais pas, je vais aller retourner celle-ci de mon adversaire, je ne sais pas ce que c'est. Et clac, j'aurais peut-être mieux fait de pas la retourner parce qu'en fait c'est une embuscade, elle vaut 5 et en plus vous voyez elle est bleue donc normalement elle aurait pas pu être dans l'air, dans le blanc, mais si parce qu'en fait quand on le joue face cachée, après quand elles apparaissent elles peuvent être n'importe où. Alors ce qui est intéressant justement c'est qu'au fur et à mesure de jouer des cartes, on en parlera mais il y a un tempo où on peut justement se retirer de la bataille, mais normalement lorsqu'on a fini une manche, c'est-à-dire quand tout le monde a joué ses cartes ou alors qu'un joueur s'est retiré de la bataille, normalement quand on a tous joué en fait nos cartes, on regarde chaque théâtre en fait, d'opération et on va additionner les valeurs pour chacun des joueurs. Donc là, par exemple, ce joueur-là, il a 8, ici il a 4, donc il l'emporte ici. Là, il va avoir 7 face à 6, donc il l'emporte également là. Et là, il a 8 face à 2, évidemment, il l'emporte. Dans un cas comme ça, en fait, où vous contrôlez plus de théâtres que l'adversaire, du coup, vous gagnez 6 points au total. Et je parlais justement d'une autre fin de manche possible, c'était justement le fait de battre en retraite plus tôt. C'est-à-dire quand vous sentez que votre jeu il est tout pourri, vous vous dites, là, de toute façon, le front, je vais le perdre, ça sert à rien. Donc de base, il va gagner 6 points si je continue. Mais en fait, comme vous montre Antoine, vous avez des cartes, notamment ici pour indiquer le premier, deuxième joueur, qui vous indiquent combien de points vous offrez à l'adversaire, en fonction de si c'est les premiers ou deuxième joueurs, et à quel moment vous vous arrêtez en fait. C'est-à-dire que si jamais vous arrêtez et que vous avez 4 cartes en main, et du coup ça offre un certain nombre de points, plus minimes du coup, à l'adversaire que si vous avez continué et à jouer comme un gros bourrin. Et ça du coup je trouve que c'est un gros point fort du jeu. C'est toute la finesse du jeu, c'est ce qui fait qu'il est vraiment intéressant à mon goût. Parce que si vous amenez chaque manche à sa fin, les deux joueurs ayant joué leurs 6 cartes chacun, ça n'a pas grand intérêt. C'est simplement celui qui a la meilleure main, ou bon, quand même, l'ordre dans lequel vous allez jouer les cartes et la gestion du tempo va être importante, mais il y a vraiment des moments où vous n'avez pas de cartes, elles n'ont pas les valeurs qui vous intéressent, ils n'ont pas les effets qui vous intéressent. Là, c'est pas grave. Vous mettez en retraite, vous offrez des points à votre adversaire, moins que s'il gagnait. Et on relance une manche. Alors, on va redistribuer les cartes, on va aussi décaler, comme on vous l'a dit, les théâtres d'opération. Et puis, premier et deuxième joueur, eh bien ça va changer également. Donc, tout le sel du jeu va être là. Les premières parties, enfin la première partie du moins, nous on le faisait pas trop. Et je pense que vous aussi, si vous avez joué à ce jeu, vous n'allez pas trop vouloir abandonner. C'est dur de dire je barre en retraite, allez prendre tes points. On n'est pas habitué à dire ça dans des jeux. Mais au final, il faut faire 2 points pour au final gagner 6 points la prochaine manche. C'est ça en fait, c'est vraiment le principe de reculer pour mieux sauter. Il faut vraiment se dire, ok, là, visiblement, il a l'air d'avoir des grosses cartes, il gère bien son jeu. Par rapport aux cartes que j'ai, moi, je le sens pas, donc je préfère me retirer, lui filer 3 points. Et peut-être qu'à la prochaine manche, je pourrais gagner 6 points et noter que du coup, gagner 2 fois d'affilée, c'est faire 12 points et du coup, c'est gagner la partie. Donc c'est vraiment très tendu, je trouve, en termes de partie. Et pourtant, comme on le disait, c'est un jeu très minimaliste. Et il y a ce que je disais justement, c'est la fusion de 2 très bons jeux entre ce côté un peu Shoten-Toten, on se dispute des zones, et ce côté Brave Rats, où il faut se dire, ok, je pense qu'il va jouer ça. Et je pense que si je joue ça, ça va le bloquer dans son effet, parce que du coup, il croyait que j'allais jouer ça, mais en fait, j'ai joué ça à la place. C'est hyper malin, c'est très subtil. Je sais pas ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est que c'est un... Je pense que c'est un jeu qui, j'espère, va s'installer dans le jeu à 2. Parce que son format est très cool. Ouais, pensez à l'été, sac à main, sac à dos, parfait. Son design aussi, franchement, pour l'avoir amené sur le marché français avec ce thème-là. Ouais, il n'était pas aussi beau à l'étranger avant, et là, Lucky Duck, joli boulot, franchement, très agréable sur la table. Je trouve que ça claque, c'est belle illustration. Bon, bref, on a adoré, vous l'avez deviné. On espère que vous allez adorer aussi. Jeu à 2, il y en a de plus en plus de demandes sur le jeu à 2 et il y a de superbes propositions. Celui-ci va sortir début juillet, normalement, on espère. En tout cas, très très vite. C'est une histoire de semaine. Et puis, on est très heureux de vous l'avoir présenté. Oui, c'est la fin de ce focus. À bientôt.